Il y a une question dans la salle. Bonsoir. Donc sur le vote, donc quand je vote, j'existe. Donc au premier tour, je choisis et au second tour, j'élimine. Donc ceux qui votent blanc ou qui ne votent pas ont moins de crédibilité pour se plaindre. Donc sur le système politique français, donc quelques pistes de réflexion, l'interdiction du cumul des mandats et pas plus de 2 mandats consécutifs. D'autre part, renforcer les règles de déontologie pour limiter tant que faire soit peu les phénomènes de corruption. Qu'en pensez-vous ? Je veux bien Qui s'y colle ? Au premier tour, je choisis, au second tour, j'élimine. C'est une vieille lune, on entend ça beaucoup. Au premier tour, je choisis. Choisis quoi ? Je préfère chasse, pêche, nature. Enfin, il y a aussi quand même beaucoup de candidatures tout à fait fantaisistes. Je pense que Madame Boutin est une femme tout à fait respectable, mais que sa candidature est absolument fantaisiste. Et à l'arrivée, on a toujours à peu près les deux mêmes, sauf une fois en 2002, mon Dieu, catastrophe, la démocratie s'est exprimée. Il y en a un d'extrême droite au deuxième tour, allons tous voter Chirac. Je suis désolé, je trouve pas ça, j'arrive pas à trouver ça extrêmement démocratique. Je trouve que les choses se délitent. Voter, c'est s'exprimer aussi. Qu'est-ce qu'on a pu exprimer en 2002 en allant voter tous Chirac ? Il a été élu avec plus de voix de gauche que de voix de droite. Ce type aurait quand même dû faire une politique extraordinairement unitaire. Il a fait la pire politique qu'on pouvait faire. Il a fait le pire choix. L'élection où il y a eu le moins d'abstention est une élection récente, c'est 2007. Pourquoi il y a peu d'abstention en 2007 ? Parce qu'il y a un vrai choix. Il y a 2 primo-candidats. Il y en a un qui est en campagne depuis toujours. Mais il y a 2 politiques très différentes. Il y a un homme et une femme. Il n'y a aucune raison de ne pas choisir. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. À la prochaine élection, vous me dites que dans le programme de François Hollande, il y a des choses comme ça qui pourraient correspondre à quelque chose qui serait, entre guillemets, pour moi, de gauche. Vous étiez plutôt mon choix. Mais nous n'étions que 17%. C'est marrant, on n'avait pas remarqué. Mais c'était plutôt mon choix, je le dis. Mais nous n'étions que 17%. Et c'est un autre candidat qui l'a emporté. Et cet autre candidat est très proche, très très proche de la politique qui est actuellement menée parce qu'elle a très peu de marge de manœuvre, vous le savez mieux que moi. Vous parlez de la BCE, mais la BCE, elle n'a aucun pouvoir. C'est elle qui émettait la monnaie, si j'avais bien compris, il y a quelque temps. Aujourd'hui, elle n'émet plus aucune monnaie. Elle n'a plus le droit. On a tellement peur de l'inflation. Maintenant, qui émet la monnaie ? Des banques privées. Elles n'émettent même pas la monnaie, elles émettent du crédit, une fausse monnaie qui n'existe pas, qui est purement virtuelle. Et ce crédit, quand on le rembourse, eh ben on efface la monnaie. Mais à quel moment les citoyens bénéficient des bienfaits de tout cet argent qui est créé ? Jamais. Quel candidat dit « j'arrêterai, la BCE, elle va reprendre tous ses droits ». Elle va émettre de la monnaie. Les banques privées n'auront plus le droit de faire du crédit privé. La dette, ce que vous dites sur les Japonais est tout à fait juste. Les Japonais sont plus endettés que nous et ils s'en foutent parce que c'est de la dette intérieure. Nous, 50% de notre dette est extérieure. Donc, quand on ne peut pas, 70 ? J'en étais resté à 50, il faut que je revoie mes chiffres. Monsieur Alaoui peut... Je vais terminer juste ça. Mais quand nous, on veut rembourser cette dette et qu'on n'arrive pas à rembourser cette dette, on lève un impôt. Mais cet impôt, on va être que 30% à le payer. Et on va payer des impôts pour les 70% qui sont des banques privées. Ce n'est pas la peur de l'étranger, c'est juste un fait. C'est des politiques qui ont permis ça. Je n'ai pas entendu très, très, très violemment dans la bouche de François Hollande, ça ne se produira plus. Je ne l'ai pas entendu. Je l'ai entendu dans votre bouche, mais pas dans celle de François Hollande. Abdelmalek Alaoui. Ce que je trouve extraordinaire et qui me rassure, et je me rends bien compte qu'on est en France, c'est qu'on parle de la question du vote et on se retrouve à parler de Bruxelles, de la BCE, de savoir est-ce que la France est la plus grande des petites puissances ou la plus petite des grandes puissances, de connaître sa place dans le monde, mais on ne se pose pas la question de la France dans son environnement stratégique. Est-ce que vous vous rendez compte que la France est en train de s'insulariser ? Qu'avec ces débats et le fait qu'elle soit toujours antagonique à l'égard de Bruxelles et qu'il n'y ait pas de véritable proposition pour pouvoir sortir de cela. Parce que s'isoler dans un environnement hautement globalisé, c'est une option, je crois que si on devait réunir des économistes, il y aurait très peu d'alternatives. Quand on regarde un petit peu cette tendance à vouloir s'enfermer,
le repli sur soi-même, on se pose une question qui est fondamentale, eu égard à la démocratie. La démocratie a besoin de temps. Les peuples ont des besoins urgents. Le seul mode pour pouvoir réconcilier ces deux extrêmes, jusqu'à présent, qui fonctionne, c'est l'isoloir. Comment est-ce qu'on rend l'isoloir attractif à nouveau et comment est-ce qu'on s'assure que ceux qui vont ensuite exercer le pouvoir exécutif le font de manière raisonnée et pour que le vivre ensemble, parce que c'est un terme à la mode, puisse continuer et perdurer, je pense qu'il y a une question d'honnêteté intellectuelle. Il faut aujourd'hui dire aux gens, vous allez devoir consommer moins. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse être en situation de pouvoir donner un discours qui produise de la vérité. Je ne pense pas avoir entendu un seul politique. Et comme je vous l'ai dit, au sud de la Méditerranée, on a regardé tous les débats avec beaucoup d'attention, même les débats interpartis. Nous n'avons jamais entendu un dialogue ou une proposition, une offre de service qui disent qu'il va y avoir du sang, de la sueur et que ça va être extrêmement complexe. Je crois que nous en sommes conscients un petit peu plus, parce que nous avons vu le carnet de commandes baisser, et comme je vous l'ai dit, l'économie du Maghreb était très fortement dépendante de l'Europe. 70% des échanges extérieurs pour la Tunisie. Et un élément purement économique que les gens oublient, c'est qu'une partie du déclenchement du printemps arabe, c'est la baisse du carnet de commandes due à la confection, et de la confection française, qui a fait que les régions où il y avait ce vendeur de fruits anonyme qui a déclenché ce vent de liberté en s'immolant par le feu, a été la première touchée par cette baisse de puissance de l'Europe. J'ai l'impression que ce que vous n'arrivez pas à admettre, c'est la baisse de puissance de l'Europe et le déplacement du centre de gravité de la puissance du monde. Alors après, on peut discuter sur le fait d'aller au vote. La question, c'est que l'offre politique n'est pas là. Et d'ailleurs, elle n'inspire plus. Au Sud, maintenant, le modèle et les posters chez les barbiers, c'est devenu Recep Tayyip Erdogan. Là où avant, c'était de grands hommes politiques français. C'est-à-dire que le corset des traités qui empêche la Banque centrale de faire ci, le Parlement de voter ça, etc., qui limite finalement l'exercice de la démocratie face à l'intergouvernementalité, est un des problèmes et une des frontières démocratiques à reconquérir, pour précisément que l'Europe soit l'outil des populations et non plus de leurs dirigeants. Le système de l'Europe, c'est simple, hein. Il y a des décisions impopulaires à prendre, on va à Bruxelles, on se met d'accord sur le dos de sa propre population, puis on dit après, c'est l'Europe, c'est pas nous. Juste un mot sur une chose. Je vais vous parler d'une mauvaise nouvelle pour mon pays, qui est une bonne nouvelle pour la vitalité démocratique en Europe. Il y a une semaine, l'accord de pêche qui lie l'Union européenne au Maroc a été rejeté par le Parlement européen, après avoir été adopté par le Conseil de l'Europe et la Commission. Alors, pourquoi, comment, etc. Le fait est qu'il existe aujourd'hui des instruments. Et le fait est que le Parlement européen, qui était réuni en plénière, a décidé qu'il allait priver toute la côte andalouse qui dépend, où il y a 150 000 emplois qui dépendent de cet accord de pêche, et il y a 36 millions d'euros annuels qui sont donnés au Maroc là-dessus, a décidé qu'il ne les donnerait pas cette année. Et que cet accord ne serait pas reconduit. Donc je pense que c'est un signal faible, mais un signal très intéressant sur l'articulation de ce triptyque et du dialogue tridimensionnel et comment est-ce qu'il peut évoluer à l'avenir. Je pense que le Parlement doit retrouver sa dignité et doit retrouver sa force. Et on en a eu un avatar emblématique. On en souffre, nous, au Maroc. Mais si ça doit servir à avoir une Europe qui parle plus fort, une Europe qui n'a pas été mangée par la bureaucratie et par cette machine à fabriquer du consensus qu'est la bureaucratie, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Là-dessus, moi, il y a un point qui me frappe, c'est que on parlait du Web 2.0, mais aujourd'hui, de toute façon, les gens vont de moins en moins supporter qu'on délègue des compétences sur lesquelles ils ont le droit de vote et sur lesquelles ils ont un peu de pouvoir auprès d'instances qui sont éloignées d'eux et dont finalement la seule légitimité, c'est d'avoir été nommé à un stade ou à un autre. Pourquoi ? Parce que sur Internet, la démocratie, c'est du quotidien. Mais c'est du quotidien à un point qu'on n'imagine même pas. L'exercice de la liberté sur Internet avec son téléphone portable, c'est permanent. C'est à tel point que c'est même intégré dans les infrastructures même du réseau.
Quand vous allez sur Google, le montant des pubs, en réalité, vous avez voté avec vos pieds, en cliquant ou en cliquant pas, et c'est ça qui fait la valeur des choses. Quand vous allez sur Wikipédia, vous pouvez changer une page à volonté. Dès que vous allez sur un forum, vous vous exprimer, des milliers de gens vont vous lire, et si vous avez été intelligent, vous avez bien argumenté, ils seront convaincus. Et ça, c'est quelque chose que les gens expérimentent chaque jour, chaque instant, à tous les moments, et ça va de plus en plus en plus en plus. D'où, évidemment, les printemps arabes, Occupy Wall Street, Moscou maintenant, mais on va pas tarder à avoir des choses similaires en Europe. Les Grecs, aux dernières nouvelles, sont quand même dans un état d'énervement qui dépasse le stade de la simple colère. Et c'est aussi dû au fait, si vous voulez, on a l'impression que c'est pas organisé, que ces gens... Mais c'est pas ça, c'est qu'ils voient un décalage énorme entre leur quotidien, où ils ont une liberté de décision et d'impact, et le quotidien des institutions qui leur dit vous allez voter une fois, peut-être tous les 5 ans, et puis vous allez élire une personne. Et puis après, on va nommer une armée de fonctionnaires qui va décider. Et puis de toute façon, tout ça, on l'aura organisé un peu en amont. Mais ils sont là, ils regardent, ils disent, mais attendez, si c'est ça, l'État est juste une grosse entreprise de plus. Bon, dans ces conditions, l'État n'a aucune légitimité. Autant recréer des institutions parallèles, des instructions à côté, autant se réorganiser. C'est pour ça que les gens d'Occupy Wall Street ont tenu mort du cul pendant plusieurs mois à ne pas exprimer de revendications et à ne pas mettre de leader en avant. C'est quand même étonnant. Enfin, jusqu'à présent, dans la plupart des mouvements, il y a toujours quelqu'un qui se dessine et qui dit c'est moi. C'est aussi pour ça, enfin, ça je parle sous votre contrôle, mais dans les mouvements des printemps arabes, il n'y a pas de leader identifié des mouvements, à chaque mouvement, chaque fois, etc. Et c'est dû au fait que c'est simple. Aujourd'hui, chaque fois que vous faites quelque chose, mais vraiment, téléphone portable, Internet, forum, tout de suite, vous votez à petit niveau, tout petit niveau, sur des petites choses. Mais quand vous le faites en permanence, au bout d'un moment, ça commence à vous peser de voir qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de votre opinion, alors que c'est votre opinion, il y a des tas d'autres gens qui sont tout à fait convaincus par ce que vous dites, qui sont tout à fait intéressés à l'idée de discuter, de prendre des décisions collectives avec vous. Finalement, les seuls qui ne veulent pas le faire, c'est ceux dont justement on vous explique que ce sont eux qui vont vous diriger. Ça ne tient pas. Je suis assez d'accord, ça ne tient pas. Moi, quand je vous écoute, j'ai surtout pas envie d'aller voter. Et quand je vois enfin une question, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes... Attends, justement, c'est là qu'est le problème. C'est qu'on est dans une mise en compétition des institutions démocratiques traditionnelles avec des formes de démocratie du quotidien. Et c'est pas de la démocratie. C'est pas de la démocratie, c'est une impression de démocratie. Mais la légitimité de la décision, c'est quand même un processus long. Une campagne électorale, ça permet de débattre et de travailler ensemble pendant longtemps. Le problème, c'est pas le vote. Le problème, c'est ce qui se passe après le vote. C'est plutôt ça qui pose problème. Mais, vas-y. Non, mais alors, juste pour répondre à... J'ai oublié ton prénom. À Jean-Baptiste. On ne se tutoie pas. Pour répondre à Jean-Baptiste, la finalité du printemps arabe organisé autour de Facebook, c'est vrai qu'il y a, je crois que c'est 20 000 personnes sur Facebook qui font tout partir. La finalité, c'est quand même d'organiser des élections. Et ils font tout ce bordel pour organiser une élection. Et qui gagne l'élection? Les mieux organisés. On appelle le péril vert, mais est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas? Mais les mieux organisés, c'est ceux qui vont organiser la vie des gens. On n'est pas là pour... quand on vote sur Internet, j'y vais beaucoup sur Internet, comme tout le monde, nos choix sont tous commerciaux. Les choix d'organisation de vie, faire vivre ensemble les grands, les petits, les beaux, les moches, les hommes, les femmes, les cons, les intelligents, les érudits et les stupides, ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas la compétition. Il y a des gens qui ne veulent pas se battre pour être des winners. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas, ils veulent juste vivre peinardement. Ils ne veulent pas trop d'emmerdement. Il faut en tenir compte. Un vote, c'est faire vivre ensemble tous ces gens-là. Internet, ça ne fait vivre ensemble que les gens qui vivent sur Internet. Et Internet, excusez-moi, je vais faire de la publicité pour une comédie musicale que j'ai adaptée. Il y a une chanson qui s'appelle Internet, c'est que pour le cul. Ouais, il faut s'updater un peu, Bruno, parce que franchement, il y a une question dans la salle. Non, c'est pas que ça. C'est que ce qui tourne autour du sexe sur Internet est beaucoup plus important que tout le reste. Quel bavard. Faut pas, c'est pas de la démocratie, ça. Oui.